Bienvenue sur cette chaîne entièrement dédiée à la sociologie. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carolina, j'ai 24 ans, je suis étudiante en 3e année de bachelor de sociologie à l'Université de Genève et aujourd'hui on va continuer ou plutôt terminer la série sur la présentation des grands paradigmes qui ont dominé la discipline qu'est la sociologie ces dernières décennies. Je t'ai déjà présenté dans les vidéos précédentes le paradigme fonctionnaliste, le paradigme conflictualiste et le paradigme du choix rationnel et aujourd'hui on termine avec le paradigme de l'interactionnisme symbolique. Pour illustrer ce paradigme, on va regarder du côté de la sociologie d'Erving Goffman, qui est un sociologue américain très connu, d'origine canadienne, né en 1922 et mort en 1982, qui fait une sociologie qui n'est ni holistique ni individualiste, mais pile entre les deux, d'où le terme d'interactionnisme. Pour un sociologue comme Erving Goffman, comprendre le social, c'est avant tout interpréter et analyser les différentes interactions qu'il existe entre les acteurs sociaux. Pour les sociologues interactionnistes, il faut donc comprendre les interactions pour comprendre la société, mais on ne les analyse pas n'importe comment. Il y a plusieurs concepts centraux afin d'interpréter les différentes interactions. Les concepts en question sont la culture, la communication, les symboles et les représentations individuelles et communes. Selon eux, la culture d'une société donnée, elle est créée par des subtilités existantes dans les différentes interactions entre acteurs sociaux de cette même culture. En d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est que progressivement, il y a une mise en relation, une mise en commun de nos différentes représentations personnelles avec nos symboles, nos idées, nos concepts qu'on va mettre en commun. Et tout ça va créer la culture d'une société qui permettra d'être la base de la communication entre individus. En effet, lorsqu'on est dans une interaction avec quelqu'un d'autre, on se communique des messages, non seulement à travers la parole, mais aussi à travers notre façon de nous présenter, de nous habiller, de nous tenir, et un tas d'autres signes que l'on peut envoyer. Et en fait, cette communication est possible seulement si les deux personnes ont des références communes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer si on ne parle pas du tout la même langue, et je ne parle pas de langue parlée de type français, espagnol, anglais, bref, je parle vraiment d'un langage dans le sens plus général, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse faire référence à des notions qu'on a en commun pour pouvoir échanger. Un exemple tout bête, le fait de faire la bise à quelqu'un, c'est un symbole, c'est-à-dire que dans notre culture, faire la bise, c'est synonyme de saluer la personne, de lui montrer qu'on a remarqué qu'elle était là et qu'on l'accueille. Et dans un contexte dans lequel les représentations ne sont pas les mêmes et que les symboles ne sont pas utilisés de la même manière, peut-être qu'une bise veut dire tout à fait autre chose. Ça ne veut pas dire que des individus de cultures différentes ne peuvent pas communiquer, mais juste que la fluidité de l'interaction va peut-être être plus difficile à obtenir si on n'a pas les mêmes représentations, les mêmes codes, les mêmes symboles, etc. Selon lui, les individus sont perpétuellement modelés par leurs différentes interactions sociales, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à s'adapter tout au long de leur vie aux différentes situations d'interaction, et donc ils n'ont pas d'identité ou de personnalité ou de comportement qui soit figé et cristallisé de façon permanente, mais bien au contraire, on perçoit l'individu comme un être dynamique, adaptable, modulable, et ce, aussi longtemps qu'il aura des interactions sociales. Et inversement, les personnes avec lesquelles on communique s'adaptent aussi à nous, et il y a un ping-pong permanent, un échange réciproque qui se fait et qui crée l'interaction justement, d'où l'idée de dynamisme qui est très importante à retenir ici, en plus de la notion d'attente. Parce qu'en effet, si les gens s'adaptent les uns aux autres en fonction des différents contextes sociaux, c'est bien parce qu'ils s'adaptent à ce qu'ils pensent être les attentes de l'autre. Quand tu es avec ton supérieur hiérarchique, tu sais qu'il a certaines attentes. Tu sais pas forcément exactement quelles sont les attentes de ton patron, mais tu les imagines parce que justement, tu vis dans une culture avec des codes, des symboles en commun, etc. Et tu sais que dans le milieu de l'entreprise, on attend plutôt d'un employé qu'il se comporte ou qu'il se présente de X manière avec son patron. Pareil avec ton meilleur ami d'enfance, tu sais qu'il a une certaine manière de te percevoir et certaines attentes par rapport à votre relation, donc peut-être que tu vas remplir ses attentes et lui à son tour le faire envers toi, et avec l'épicière du coin c'est pareil. C'est donc justement grâce à notre culture commune et aux outils de communication que l'on possède que l'on peut s'imaginer, même dans des situations complètement nouvelles que l'on n'a jamais connues avant,
quelles sont les attentes de nos interlocuteurs, interlocutrices, et donc potentiellement déduire quelle est la bonne attitude, la bonne manière de se présenter à autrui selon l'objectif que l'on vise. Tu auras donc compris que pour un sociologue interactionniste comme Goffman, le rôle que les personnes vont adopter n'est jamais prédéterminé par quoi que ce soit, mais il est juste constamment mis à jour et réinterprété par les différents individus à travers les interactions. Contrairement aux fonctionnalistes qui, pour rappel, pensaient que c'était les institutions avec les différentes fonctions qu'elles ont, qui attribuent des rôles aux personnes pour que ces personnes remplissent exactement la fonction qui leur est donnée. Et pour les sociologues conflictualistes, le rôle des individus est déterminé par la position qu'occupent les individus dans la structure sociale. Alors que pour Goffman, pas du tout. Le rôle des individus est constamment réinterprété, réadapté, remodulé au fil des différentes interactions, comme je l'ai dit juste avant. Goffman utilise beaucoup la métaphore dramaturgique afin d'expliquer sa manière de voir la sociologie. En gros, il fait une analogie entre ce qu'il se passe dans la société et une scène de théâtre. Grosso modo, pour lui, la vie en société, c'est comme une immense pièce de théâtre. Et en tant qu'acteur, parfois on est sur scène et d'autres fois on est en coulisses. Lorsque les individus sont sur scène, ils sont dans la performance, c'est-à-dire qu'ils interagissent avec le public et c'est le moment où ils vont performer un rôle dans une interaction particulière. Et une fois que ces individus seront dans les coulisses, ils vont arrêter leur performance et donc adopter un autre type de comportement. Donc cette grille de lecture, on va l'appliquer dans le processus social quotidien avec un exemple concret. Donc je reprends l'exemple de moi qui vais à un entretien d'embauche. Si je me présente face à mon potentiel futur patron, je suis sur scène, c'est-à-dire que là, je dois performer la future potentielle employée. Par rapport à ce patron, je suis en train de performer sur scène, et c'est quand je ne suis pas dans cette interaction avec lui que je suis dans les coulisses. C'est-à-dire que pour lui, qui je suis, c'est le déguisement d'employé. Tout le reste ne le concerne pas, tout le reste, c'est les coulisses à ses yeux. Cependant, si j'avais des enfants, par exemple, le moment où je serais sur scène en train de performer mon rôle de mère, ce serait le moment où je suis à la maison avec eux et que je m'occupe d'eux. Pour eux, la scène, c'est maman qui fait les trucs de maman. Et quand maman, elle est au travail, elle est dans les coulisses par rapport aux yeux des enfants. Ce que j'essaye de dire, c'est que la scène en question et les coulisses, c'est pas des concepts figés. C'est-à-dire qu'un individu, il est constamment soit sur scène vis-à-vis de son interlocuteur ou interlocutrice directe, soit il est dans les coulisses lorsqu'il n'est plus dans cette interaction vis-à-vis de cette personne. Tout ce qui se passe en société se passerait de cette manière-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on interagit avec quelqu'un, cette personne et nous-mêmes, on se met sur scène, on joue nos rôles en fonction de ce que l'on sait de notre culture et donc des potentielles attentes que l'on a les uns envers les autres. Et puis qu'une fois qu'on a fini l'interaction, pouf, on retourne dans les coulisses de l'un et de l'autre. Mais on va atterrir sur une autre scène en fonction de la prochaine interaction. Et c'est ça qu'on va faire constamment, sans le faire consciemment, sans l'avoir pré-réfléchi à l'avance, mais en déduisant grâce à notre communication commune, ce qu'il faut faire et le rôle qu'il faut adopter. Évidemment, on part du principe dans ce paradigme que comme les individus ont une forte marge de manœuvre dans leur capacité d'agir, ce qu'on appelle l'agentivité, eh ben, ils peuvent réinterpréter les rôles eux-mêmes et les adapter à quelque chose qui les ressemble plus. On n'est pas en train de dire que les gens suivent exactement les mêmes règles en fonction des situations. Pas du tout. Il y a, comme je l'ai dit, une fluctuation, un mouvement perpétuel dans ces interactions, mais on se réfère constamment au code commun que l'on partage avec les autres en fonction de la culture dans laquelle on baigne. Un autre exemple que je peux donner, imaginons, on a un petit couple qui est ensemble depuis un certain temps, ils sont dans une type de relation l'un avec l'autre, et donc dans un type particulier de rôle à jouer quand ils sont ensemble, mais si tout d'un coup l'un des deux décide d'offrir une bague de fiançailles à l'autre, eh ben, c'est un symbole fort
on sait tous et toutes ce que signifie une bague de fiançailles. Ça renvoie à un imaginaire qu'on a tous en commun qui est la demande en mariage. Et donc, quand l'un des deux partenaires va offrir la bague de fiançailles, en gros, il est en train de donner un message comme quoi il souhaite que l'interaction change. Et donc, si l'interaction change, les rôles vont changer. On va plus être copain-copine, mais on va devenir mari et femme. Donc, quand on parle de communication, on parle aussi et surtout de ce type d'action. Là, en l'occurrence, le fait d'offrir une bague de fiançailles, ça envoie un très fort message à l'autre, puisque culturellement, en tout cas dans la société occidentale, on sait qu'offrir une bague de fiançailles, ça veut dire un message très fort. Pour te donner un autre exemple, si j'invite des personnes à manger chez moi, je ne leur donne pas le même message en fonction de ma manière de mettre la table. En effet, si je mets par exemple des couverts en argent avec 3 fourchettes d'un côté, 5 couteaux de l'autre et 3 coupes en cristal pour chaque personne, j'envoie pas le même message que si je mets une assiette en carton, des couverts en plastique et des gobelets sur la table. Et mes invités, sans même le dire, vont probablement adopter du coup une attitude adaptée au message que j'envoie. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle la façade, c'est-à-dire que ces messages, cette présentation de nous, cette performance, fait partie de notre façade, de la grille de lecture que l'on va donner aux autres pour envoyer des messages et donc communiquer. Et le but des acteurs sociaux, selon les sociologues interactionnistes encore, c'est de garder la face dans les interactions et de préserver la face de l'autre. Ce que ça veut dire, c'est que les individus mettent tout ça en place, enregistrent tous ces codes et les recommuniquent et les réadaptent en fonction des interactions, dans le but d'être respectés dans leur rôle, de correspondre à la situation et donc de garder la face. Pour revenir à notre métaphore dramaturgique, si un acteur se trompe dans son script et que tout le monde s'en rend compte, il perd la face, parce qu'on se rend bien compte que du coup, il est plus en train de faire le rôle comme il faut. Et ça crée un sentiment de malaise ou de maladresse ou d'inconfort. C'est pareil dans les interactions sociales de tous les jours. Revenons à cette histoire de patron et d'entretien d'embauche. Si tout d'un coup je me mets à rôter bruyamment devant lui, je fais une erreur dans mon script et probablement que ça va nuire au rôle que je suis supposée remplir et peut-être ne pas me laisser être embauchée. Il faut prendre en considération que selon l'interaction dans laquelle on est, on va subir une plus ou moins forte pression sociale. Ce qui est passionnant avec la sociologie de Goffman, mais ça je me le réserve pour de prochaines futures vidéos, c'est qu'il a beaucoup étudié la question des institutions totalitaires telles que les hôpitaux psychiatriques par exemple, puisqu'il a écrit notamment un ouvrage incroyable qui s'appelle Asile, dans lequel il raconte en fait plusieurs mois d'observation dans un hôpital psychiatrique justement, et dans lequel il fait des parallèles avec sa manière d'interpréter la société, en expliquant du coup pourquoi les personnes que l'on considère comme folles ou déviantes sont autant réprimées et cachées carrément dans des institutions comme les hôpitaux psy, à l'écart de la société en général, puisque souvent ce sont des hôpitaux qui sont très éloignés du centre-ville, etc. Et donc il étudie comment ces individus-là, qui ne sont pas, entre guillemets, adaptés socialement, bouleversent les règles des rôles et pourquoi est-ce que ça dérange tant, notamment au niveau institutionnel, etc. Et comment les institutions cherchent à contrôler le comportement des gens. Bref, j'en ferai des vidéos détaillées lorsque j'aurai terminé les livres en question, puisque je les ai sous la main. Mais grosso modo, pour le paradigme de l'interactionnisme symbolique, je pense qu'on a fait le tour. Pour résumer, selon un sociologue interactionniste, comprendre la société, c'est avant tout comprendre comment les individus interagissent entre eux, comment ils communiquent et quels sont les symboles qu'ils échangent lors des interactions. Si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir dans ma démarche de création de vidéos autonomes et indépendantes, je t'invite à faire un petit tour sur mon profil Utip, et si tu le veux et tu le peux, tu peux me faire un petit don, même si c'est juste 1 euro. Pour moi, ça fait toute la différence et ça m'aide au quotidien puisque c'est ma seule source de revenus. Donc merci beaucoup aux personnes qui le font déjà. On se retrouve donc dans de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.